La dépense publique rapportée au PIB, un indicateur trompeur. Deuxième partie. Pour répondre au supposé excès de dépenses publiques que nous avons discuté à la fin de la première partie, une partie des analystes remettent peu en cause l'indicateur à proprement parler. Ils considèrent, tout d'abord, qu'il est difficile de délimiter un seuil maximal à partir duquel il y aurait trop de dépenses et où celles-ci deviendraient insoutenables. Ils soulignent notamment que, nous l'avons vu, ce ratio comprend des dépenses de transfert assurantiel en matière de retraite et d'assurance maladie. Ainsi, suivant les pays, les formes institutionnelles permettant de mettre en œuvre ces dépenses de transfert sont diverses, ce qui implique plus ou moins les dépenses publiques. Ces dépenses de transfert elles-mêmes sont plus ou moins amples d'un pays à un autre, c'est-à-dire plus ou moins socialisées. Pour améliorer les comparaisons internationales, il faudrait alors mieux tenir compte de la diversité institutionnelle, c'est le thème cher à l'OFCE du périmètre de l'intervention publique qui varie selon les pays. Il faudrait améliorer la nomenclature pour mieux comparer les pays entre eux. Le niveau élevé de cet indicateur en France serait alors simplement le signe que ces dépenses ressortissent non pas du secteur privé, mais très largement du secteur public et seraient donc financées par les prélèvements obligatoires, ce qui serait un choix social comme un autre. Concernant la nomenclature et la qualité des comparaisons internationales, ce travail sur les nomenclatures en vue d'améliorer les comparaisons internationales des systèmes publics a déjà commencé, y compris et surtout à l'OCDE. Mais il reste méconnu et n'en est qu'à ses débuts. En matière de dépenses publiques, si l'indicateur global que nous voyons est de très mauvaise qualité, en revanche, nous disposons d'indicateurs ciblés qui permettent de contourner en partie les difficultés liées à l'hétérogénéité institutionnelle. Voici quelques exemples de travaux prenant en compte sérieusement la difficulté des comparaisons internationales en matière d'intervention publique. Dans un document de travail de l'OCDE, ces trois auteurs décortiquent les spécificités internationales par un travail méthodologique approfondi sur les nomenclatures. Ils montrent que les services publics d'éducation, de santé, de logement social, de garde pour enfants et d'aide pour les personnes âgées contribuent de manière significative aux revenus agrégés des ménages et à la réduction des inégalités. Du côté des recettes, l'article de ces trois auteurs montre la complexité du travail sur les catégories comptables, juridiques et institutionnelles qu'il est nécessaire d'entreprendre pour appréhender au niveau international la simple question de l'évolution de l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Enfin, troisième exemple, dans ce document de travail, l'auteur étudie les prélèvements obligatoires dits non fiscaux, c'est-à-dire qui ne sont pas comptabilisés comme des impôts par les institutions internationales. Par exemple, la lecture de ce document montre que l'essentiel du système de retraite australien repose sur un prélèvement obligatoire de 9,5% du salaire brut à destination de fonds de pension privés, qui s'appelle le Superannuation System. Cette épargne obligatoire, imposée aux ménages par l'État et au bénéfice de fonds privés, n'est pas comptabilisée dans les prélèvements obligatoires. C'est tout à fait surprenant pour nous. Qu'en serait-il en effet du classement, entre guillemets, de la France en matière de prélèvement si l'on trouvait une astuce pour ne pas comptabiliser les cotisations retraite, par exemple, au motif que la sécurité sociale, ce n'est pas l'État? Ou au contraire, si nos partenaires tenaient compte de leurs prélèvements avec moins de sélectivité, que deviendrait ce classement?